Le gouvernement n'est pas encore prêt à engager la décentralisation, notamment en ce qui concerne les ressources minières, si l'on se réfère à la loi de finances initiale 2024, où les ristournes et les impôts doivent être versés au gouvernement central avant d'être redistribués aux collectivités décentralisées. Le concept catholique concernant le mariage ne change pas et ne concerne que l'union d'un homme et d'une femme, selon le secrétaire coordonnateur de la Conférence des évêques de Madagascar, et ce, malgré la déclaration hier du Saint-Pierre. Dans l'actualité internationale, les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine dans la nuit du lundi à mardi, le plus meurtrier depuis près de 10 ans dans le pays. Le gouvernement ne semble pas encore disposé à procéder à la décentralisation du pouvoir, comme en témoigne la loi de finances initiale de 2024, en particulier ce qui concerne les ressources minières, où les ristournes et impôts doivent de nouveau être versés au gouvernement central avant d'être redistribués aux collectivités décentralisées, alors que ces dernières, notamment les communes, avaient été satisfaites de l'approbation de la loi sur les ressources minières en mois de mai dernier. Elles sont maintenant déçues par ce revirement de la situation. Cette déception découle de la réduction de leurs revenus qui risquent en plus d'être en retard, voire de ne jamais être délivrés. Selon mon point de vue, en tant que député, et ayant participé aux discussions sur la loi concernant les ressources minières, le gouvernement semble ne pas être prêt à procéder à la décentralisation, mais préfère maintenir la centralisation. Cela a un impact significatif sur les communes, tel que le retard dans la distribution des fonds par le gouvernement central et la réduction des fonds destinés aux communes, en raison de l'égoïsme des dirigeants qui refusent d'accorder une plus grande indépendance aux communes. Selon les explications, il est clair qu'aucun développement n'est espéré pour le pays en raison de la négligence faite aux collectivités décentralisées. Ils ne semblent pas encore prêts à opter pour la décentralisation, que ce soit en termes d'argent, de pouvoir ou de législation. Cela a toujours été le pouvoir central qui prenait toutes les décisions, aussi bien en matière de gouvernance que de budget. Cependant, malgré cette centralisation, aucun développement significatif n'a été observé dans le pays. Il est crucial que le développement démarre à la base pour permettre une progression globale. Les ristournes devraient être récupérées dès la source et directement versées aux communes, ce qui leur permettrait d'utiliser ces fonds pour le développement de leur localité. Rappelons que les communes subissent déjà les conséquences de cette attente de déblocage de fonds de la part du gouvernement central. Les projets communaux sont pratiquement en suspens. Les entreprises qui collaborent avec les communes ont perdu confiance en elles. Pourtant, l'argent qui doit être débloqué appartient aux communes, mais cette démarche est délibérément entravée. Les maires se demandent si l'argent des communes est toujours retenu au ministère des Finances et de l'Économie. Alors que le mandat des maires touche à sa fin, leurs projets de développement sont paralysés et cette nouvelle concernant les ristournes et les impôts sur les ressources minières ajouteront de nouveaux défis à leur situation. Aucun développement ne peut être espéré pour le pays dans le chaos et les troubles politiques actuels, a déclaré aujourd'hui le groupe national de médiation. Il appelle à une réunion de toutes les forces vives pour trouver ensemble une solution afin de prévenir une éventuelle crise. Ce dernier a confirmé que seul l'apaisement et la stabilité peuvent améliorer la vie des Malgaches. Il n'y a pas de nation qui puisse se développer dans le désordre. Seule la paix peut générer
un développement durable pour le pays. C'est pourquoi chaque responsable devrait y apporter une réflexion profonde pour le bien du grand nombre. Le GNM exhorte tout le monde à se pencher sur l'intérêt général, de se concerter de manière franche et sincère sur l'avenir de notre pays. Selon le groupe national de médiation, les conflits entre politiciens devraient cesser afin que chacun puisse se concentrer sur la manière de redresser le pays qui est plongé dans une profonde pauvreté. Laissons de côté les mésententes et la haine. Vivons maintenant la fraternité et la solidarité qui doivent être la base de la refondation du pays. Apportons une réflexion profonde pour arrêter une bonne fois pour toutes les crises cycliques qui appauvrissent les Malagasy. Le GNM est prêt à réfléchir sur ces questions et à présenter des propositions crédibles et durables. Le groupe national de médiation a annoncé aujourd'hui à Atsakavir qu'il ne se limiterait pas à son rôle de médiateur. Il formulera également des suggestions pour apaiser la situation actuelle. Composé d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens membres du gouvernement, de chefs d'institutions et de généraux à la retraite, le groupe a décidé de se renommer à partir d'aujourd'hui GNMR ou Groupe national de médiation et de réflexion. La cellule de crise rassemblant environ 165 partis politiques du pays et militant pour la restauration de l'état de droit a été officiellement renommée Tiouvi Madagascar, un nom qui appelle à l'assainissement de tous les secteurs à Madagascar. Pour la cellule, la lutte continue. Les objectifs et revendications n'ont pas été modifiés, mais intensifiés dans le but de favoriser un changement réel et une amélioration de l'environnement politique malgache. Nous avons à maintes fois reprises dénoncé le hold-up électoral, les fraudes électorales et les corruptions électorales qui ont eu lieu. Nous sommes tous conscients que le président de la République, investi pour les 5 prochaines années, a publiquement été déclaré de nationalité française. Il a rejeté sa nationalité malgache, ce qui constitue une violation des lois en vigueur. Nous continuons à sensibiliser les malgaches quant à la nécessité de ne pas changer notre perception et interprétation des récents événements nationaux. Il s'agissait d'un hold-up électoral et une personne qui agit de la sorte ne mérite pas de diriger le pays. Tiouvi Madagascar affirme que la souveraineté nationale a été bafouée, de même que les lois et la Constitution. Selon ce groupe, aucune élection crédible et acceptée par tous ne pourra avoir lieu dans le pays tant que l'environnement électoral ne sera pas assaini et que l'état de droit ne sera pas restauré. Depuis le début du processus électoral, selon les 4 points revendiqués durant 6 semaines, l'ex-candidat n'aurait jamais dû participer à l'élection. La présidentielle, étant l'élection capitale, a suscité de nombreux débats, conflits politiques et une crise. Participer aux prochaines élections serait considéré comme une approbation des événements actuels, un accord politique et une discussion des parties prenantes pour la restauration de l'état de droit est nécessaire. C'était le premier point revendiqué. Le retour à l'état de droit impliquerait l'annulation de toutes les décisions prises avant cela. La présidence d'Andrazwil ne serait pas acceptable si l'on souhaite rétablir l'état de droit. Ce débat est, selon moi, essentiel et mérite d'être discuté. Participer aux élections reviendrait à soutenir la mise en place forcée à la présidence d'une personne qui bafoue la souveraineté nationale. D'après Tiouvi Madagascar, l'objectif demeure le changement pour la restauration de l'état de droit et le respect effectif des droits de l'homme et des principes de la démocratie, une revendication maintenue depuis le début et qui perdure à ce jour. Le concept catholique concernant le mariage ne change pas et ne concerne que l'union d'un homme et d'une femme, selon le secrétaire coordonnateur de la Conférence des évêques de Madagascar, et ce, malgré la déclaration hier du Saint-Pierre.
En effet, le Saint-Pierre a officiellement approuvé hier la bénédiction des mariages de couples de même sexe ainsi que de divorcés. La manière dont chaque prêtre procédera à ces bénédictions dépend de sa propre approche, mais elle doit être réalisée d'une manière qui évite toute confusion avec la bénédiction rituelle spécifique au sacrement du mariage. Selon les explications, l'Église n'encourage pas l'union homosexuelle, mais entend ni repousser ni discriminer quiconque ayant ces affiliations. En outre, selon le parti FDR, l'autorisation de la bénédiction de l'union des couples homosexuels n'est pas en accord avec les valeurs et la culture malgache. Le parti a souligné que l'Église catholique de Madagascar pourrait rencontrer des difficultés en soutenant cette décision du Vatican concernant le mariage homosexuel, cela étant en contradiction avec les valeurs malgaches. Ny kolontsaina malagasy dia hoe ny anianam-badiana iterahana. Zay tsy kolontsaina ananany tandrefana loatra zany zay satria. Dans la culture malgache, le mariage est traditionnellement associé à la procréation, une perspective qui diffère de celle des cultures occidentales, où le mariage est souvent perçu comme un contrat. Cette conception traditionnelle du mariage, centrée sur la procréation, est-elle compatible avec la nouvelle idéologie de l'Église catholique? Non. D'un point de vue biologique, l'union homosexuelle n'est pas envisageable. Personnellement, je ne suis pas favorable à la bénédiction du mariage homosexuel. J'espère que cela ne se concrétisera pas à Madagascar, car cela serait difficile à accepter dans le cadre de notre culture malgache. En Europe, il semble inévitable, et je pense que l'approbation du Saint-Père a été influencée par le grand réseau des LGBT qui plaide en faveur du mariage pour tous. Mino fa tsy afaka niala tamin'izay influence matanjaka be zay ny pape. Cette décision du Vatican a suscité de vives réactions et de débats au sein de l'Église et de la communauté. L'AREI, agence de recouvrement des avoirs illicites, a organisé aujourd'hui à Antananarivo une vente aux enchères de 11 voitures saisies. D'après les explications, ces 11 véhicules appartenaient à une seule personne. L'objectif de cette initiative est de restituer ces biens acquis de manière illégale au trésor public. Une ordonnance a été délivrée par le tribunal pour autoriser la vente de ces biens confisqués. Ces biens ont été saisis de manière provisoire. Cependant, leur vente est nécessaire pour éviter leur détérioration en attendant la sortie du verdict officiel qui déterminera la culpabilité ou l'innocence du propriétaire. Ce processus peut prendre plusieurs années car l'individu a le droit de faire appel s'il est déclaré coupable en première instance, prolongeant ainsi la procédure. Pendant cette période, ces biens risquent d'être endommagés ou de perdre de la valeur. La restitution de biens endommagés ne serait d'aucune utilité ni pour l'individu ni pour l'État. Des biens sans valeur et endommagés seraient ajoutés au trésor public, ce qui s'éloignerait de l'objectif initial du recouvrement des avoirs illicites, qui est la restitution au trésor public des biens acquis illégalement. Selon les explications, une fois que le verdict est tombé et que l'accusé est déclaré non coupable, l'argent provenant de la vente de ces véhicules lui sera restitué. Le montant de la vente de ces biens sera remis à son propriétaire, ce qui est avantageux pour lui, étant donné que le procès a pu durer longtemps. La valeur de ces biens lui sera restituée en cas de culpabilité. Cette somme sera versée dans le trésor public plutôt que de procéder à une vente tardive qui ne bénéficierait à personne. Le montant minimum d'argent qui sera obtenu de la vente de ces véhicules est estimé à plus de 72 millions d'ariages et devrait augmenter au cours de la vente aux enchères. Il est difficile de calculer à l'avance le montant total obtenu de ces véhicules selon les explications, mais une annonce officielle de la somme obtenue sera faite ultérieurement. Un prix plancher a été établi après l'évaluation des biens par des experts. Le montant final dépendra de la participation à la vente aux enchères. L'AREI assure une transparence totale dans le processus de vente, permettant à tout le monde d'y assister. Cependant,
nous fournirons plus d'informations au sujet du montant total après la vente. Le 22 décembre, la RAI organisera une nouvelle vente aux enchères pour 17 véhicules saisis à Tamatavi. Selon la RAI, il s'agit principalement de biens facilement endommageables qui doivent être vendus, mais il reste d'autres propriétés et terres qui ont également été saisies. L'approvisionnement en eau est complètement interrompu depuis maintenant 6 mois dans le Fuktan d'Akad-Lalaputi. Situé dans la commune d'Akarobatu, les résidents sont contraints de débourser entre 700 et 1000 ariary pour acquérir un bidon d'eau potable. Cette pénurie affecte aussi bien les pompes à eau communautaires que celles installées dans les foyers. Il n'y a pas d'eau disponible, sauf très loin vers Barbero, au sud en contrebas. C'est là que les habitants doivent se rendre pour se procurer de l'eau. Le coût de l'eau n'est pas vraiment abordable. Oscillant entre 1000 à 700 ariary, voire parfois 600 ariary. Cette situation perdure depuis presque 1 an. Au cours de cette période de pénurie d'eau, la Jirama livre une bonbonne d'eau pour un Fuktan comptant plus de 100 personnes. Cependant, la quantité d'eau disponible dans la bonbonne est limitée. Les habitants se plaignent que la dernière distribution d'eau par la Jirama remonte à plus de 2 semaines. Cela fait 1 mois et demi que cette bonbonne n'a pas été approvisionnée en eau. Parfois, il y en a, parfois non. On ne peut tirer qu'une petite quantité d'eau, environ 6 bidons par citoyen. Cependant, il arrive que la bonbonne ne soit pas approvisionnée pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Nous gérons une gargote et avons besoin d'une grande quantité d'eau pour maintenir la propreté de notre commerce. Nous sommes vraiment très affectés par cette situation, surtout en période sèche. Même pendant cette saison des pluies, on devrait s'attendre à une abondance d'eau, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Selon les explications, la Jirama ne dispose que d'un seul véhicule pour la distribution d'eau dans toutes les zones touchées par la pénurie d'eau dans la capitale. Cela explique le retard dans la distribution. Pour obtenir de l'eau, les résidents sont contraints de rémunérer quelqu'un pour aller la chercher, entraînant des dépenses allant jusqu'à 5000 ariary par jour. Le métier de livreur d'eau est devenu essentiel dans cette région car les habitants rencontrent de graves difficultés d'approvisionnement en eau. Ce sont principalement les foyers dont les pompes ne fournissent plus d'eau qui ont besoin de nos services. Je suis en mesure de livrer 10 à 11 bidons d'eau. C'est à la pompe à eau communautaire de Tanzbatu que les résidents, y compris ceux de certains Fuktan d'Andouaran-Futi, viennent chercher de l'eau. Chaque jour, des files de charrettes et véhicules se forment pour s'approvisionner en eau. Je suis responsable de la distribution d'eau à Ifari et à Karobatu, ici à Barbero. Ifari et Karobatu font face à une grave pénurie d'eau et les habitants viennent ici pour s'approvisionner. Je leur permets de le faire car ce sont des malgaches comme moi et l'eau est essentielle à la vie. Des véhicules et des charrettes sont utilisés pour distribuer de l'eau là-bas à partir d'ici. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental pour chacun, mais à Tananarivo, cet accès est en régression. Les responsables doivent-ils attendre que les citoyens se plaignent et se révoltent face à la situation avant d'agir? Le problème d'approvisionnement en eau et en électricité persiste et n'a jamais été résolu de manière significative au cours des 5 dernières années. Il est près de minuit quand une première secousse s'ébranle la ville de Linxia et le nord-ouest de la Chine. Plusieurs répliques surviennent ensuite. Si l'ampleur des destructions reste pour l'heure inconnue, les médias d'État chinois rapportent d'importants dégâts. Bâtiments effondrés, coupures d'eau et d'électricité dans plusieurs villages. Souvent, les secouristes interviennent à la lumière de leurs torches auprès des centaines de victimes. Un séisme de magnitude 6,2 s'est produit dans le comté de Jisheshan, dans la préfecture de Linxia.
La profondeur du foyer du tremblement de terre est de 10 km. Le séisme a été ressenti jusqu'à la ville de Lanzhou, à une centaine de kilomètres de l'épicentre, à l'intersection des provinces du Gansu et du Qinghai. Située en haute altitude, la zone de la catastrophe subit en ce moment une vague de froid. Le thermomètre y est descendu jusqu'à -14 degrés ce mardi matin. Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts possibles pour assurer la sécurité des survivants et avancer dans les opérations de recherche et de secours.